Les dirigeants africains exposeront-ils un jour l'Occident sur la scène internationale? Lors du sommet des Nations Unies, presque tous les pays africains ont raconté l'exploitation endurée par chacun de leurs pays, et les choses ont pris une tournure laide. Personne ne s'attendait à cela de la part de l'Occident, et les missions militaires qu'ils ont menées n'étaient pas censées être ainsi. Maintenant, que demandent les dirigeants africains? Découvrons-le. Lors d'un sommet, les dirigeants africains ont exposé ce que les États-Unis ont fait au nom des activités militaires. Alors que tous les dirigeants ont fait de leur mieux pour dénoncer l'Occident et les États-Unis, le Burkina Faso a brisé l'image de l'Occident. Il est devenu cruellement honnête et a tout dit. Mais quel message global les dirigeants africains ont-ils transmis lors du sommet des Nations Unies? Lors du sommet des Nations Unies, les dirigeants africains ont transmis un message à plusieurs facettes mettant en avant leurs griefs, leurs demandes de responsabilité, et leurs appels à une solidarité authentique et à des partenariats équitables avec la communauté internationale, en particulier le monde occidental. Les dirigeants africains, parlant avec une résolution et une clarté inébranlables, ont mis en avant une question critique qui résonne profondément au sein de la communauté mondiale. Au cœur de leur discours se trouve une observation: la profonde déconnexion entre les idéaux élevés professés dans les chambres de la diplomatie internationale et les dures réalités vécues sur le terrain. Avec éloquence et conviction, ils ont mis en lumière le gouffre béant entre la rhétorique et l'action, mettant en lumière l'écart croissant entre les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et leur mise en œuvre. Au centre de leur message se trouve une critique de l'échec de la communauté internationale à respecter les principes fondamentaux de justice, d'égalité, de dignité et de respect du droit international. Année après année, lors des spectacles grandioses des discours annuels et des sommets de haut niveau, des promesses passionnées sont faites, des engagements sont réitérés, et des engagements sont solennellement proclamés. Pourtant, lorsqu'ils sont mesurés à l'aune des progrès tangibles et du changement significatif, ces assurances sonnent souvent creux, exposant un schéma décourageant d'inaction et d'engagement sélectif. S'appuyant sur des exemples concrets, les dirigeants africains ont mis en lumière les incohérences flagrantes et les doubles standards qui ont frappé la scène mondiale. Ils ont pointé du doigt la crise prolongée en Libye, un pays déchiré par le conflit et l'instabilité, comme une illustration saisissante de l'incapacité de la communauté internationale à traduire la rhétorique en intervention et assistance significative. Malgré les appels passionnés à la paix et à la réconciliation, la situation du peuple libyen continue d'être éclipsée par les intérêts géopolitiques et les luttes de pouvoir, laissant leurs aspirations à la stabilité et à la prospérité insatisfaites. De même, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine a servi de rappel poignant de l'hypocrisie généralisée qui règne dans les couloirs du pouvoir. Face aux violations flagrantes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, les principes du droit international sont souvent sacrifiés à l'autel de l'expédience politique et des calculs stratégiques. Les dirigeants africains n'ont pas hésité à mettre en lumière les doubles standards flagrants qui caractérisent la réponse de la communauté internationale, où les considérations géopolitiques tempèrent les condamnations, et la responsabilité sont souvent évasives pour ceux qui détiennent l'influence et le pouvoir. En lançant leur appel vibrant à l'honnêteté intellectuelle et à la responsabilité morale, les dirigeants africains ont mis au défi la communauté mondiale de confronter les vérités inconfortables à l'intersection de la rhétorique et de la réalité. Ils ont exhorté à un compte rendu de l'échec collectif à combler le fossé entre les paroles et les actes, nous rappelant l'impératif urgent d'aligner nos actions sur nos principes professés. Et que dire de l'exploitation ? Dans une position inébranlable contre la perpétuation de l'ingérence et de l'exploitation externe, les dirigeants africains ont rejeté sans équivoque l'acceptation passive de l'influence et de la manipulation occidentale sur le continent. Avec un appel à l'unité et à la solidarité, ils ont appelé les nations africaines à se tenir ensemble en tant que force collective redoutable déterminée à sauvegarder la souveraineté et l'autodétermination de leurs nations respectives. Au cœur de leur message se trouve une ferme répudiation des agendas impérialistes et des tactiques insidieuses employées pour miner l'autonomie et l'agence africaine, attirant l'attention sur des cas de coercition, de chantage et de tentatives d'imposer des intérêts étrangers. Ils ont mis à nu les mécanismes de manipulation qui ont longtemps été utilisés pour subjuguer et diviser les nations africaines. En mettant l'accent sur l'impératif de l'unité africaine, les dirigeants ont reconnu la force qui réside dans la solidarité et la collaboration. En forgeant des alliances et des partenariats basés sur le respect mutuel et les intérêts partagés, ils cherchent à contrer les forces d'exploitation et de déstabilisation qui menacent de saper la souveraineté africaine. À travers des blocs régionaux,
des initiatives multilatérales et des coalitions diplomatiques, ils envisagent un avenir où les nations se tiennent côte à côte, fortifiées contre l'ingérence externe, et habilitées à tracer leur voie de développement et de progrès. Un engagement authentique envers l'autodétermination et l'autonomie est au cœur de leur demande de respect de la souveraineté africaine. Ils rejettent toute tentative de dicter le destin des nations africaines de loin, affirmant le droit inhérent du peuple africain de façonner son destin libre de toute coercition ou manipulation externe. En faisant ainsi, ils affirment les principes de dignité, d'agence et de liberté sur lesquels la lutte pour la libération africaine repose depuis longtemps. Mais pourquoi les dirigeants africains disent-ils cela publiquement ? Les dirigeants africains au sommet des Nations Unies visent à aborder les griefs de longue date sur la scène internationale à travers une combinaison de rhétorique audacieuse, d'affirmations diplomatiques et de messagerie stratégique. Les dirigeants africains ont ouvertement critiqué les injustices perçues et l'exploitation perpétrée par le monde occidental. Ils ont utilisé la plateforme mondiale du sommet des Nations Unies pour mettre en lumière des problèmes tels que l'hypocrisie diplomatique, la manipulation des conflits et l'exploitation économique, sensibilisant ainsi et attirant l'attention internationale. Les dirigeants africains ont exigé l'honnêteté intellectuelle et la responsabilité morale de la communauté internationale, en particulier des nations occidentales. Ils ont appelé à mettre fin au décalage entre la rhétorique et l'action, en soulignant la nécessité d'une adhérence sincère aux principes tels que la justice, l'égalité et le droit international. Les dirigeants africains ont également souligné l'importance de l'unité et de la solidarité africaine en tant que force collective pour résister à la manipulation impérialiste et à la déstabilisation. Ils ont cherché à défier les dynamiques de pouvoir prédominantes et à affirmer l'agence africaine à l'échelle mondiale en présentant un front uni. Un rappel pour aimer et partager la vidéo et s'abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons maintenant. Les dirigeants ont également souhaité exposer l'exploitation structurelle sous-jacente à l'implication occidentale en Afrique, notamment dans le déploiement de forces de maintien de la paix. Ils ont mis en lumière les véritables intentions derrière de tels déploiements, révélant l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique et la perpétuation des conflits pour des gains économiques. Les dirigeants ont appelé à un changement de paradigme dans les relations internationales marquées par une solidarité authentique, des partenariats équitables et le respect mutuel. Ils exhortent la communauté internationale à s'éloigner des approches paternalistes et à privilégier les efforts collaboratifs basés sur le respect de la souveraineté africaine et de l'autodétermination. Qu'a rendu l'intervention du Burkina Faso particulièrement audacieuse et remarquable ? Pour plusieurs raisons, l'intervention du Burkina Faso lors du sommet des Nations Unies de 2023 s'est démarquée comme audacieuse et remarquable. Le représentant du Burkina Faso a livré un discours incisif, perçant le voile des courtoisies diplomatiques pour confronter les dirigeants occidentaux avec des vérités inconfortables sur leurs actions et politiques. En choisissant d'employer un langage direct, le représentant du Burkina Faso a signalé un refus de participer à des jeux diplomatiques ou de mâcher ses mots pour apaiser les sensibilités des dirigeants occidentaux. Par leur langage franc, ils ont exposé l'hypocrisie et l'incohérence sous-jacentes aux actions occidentales, exigeant responsabilité et introspection de ceux qui exercent le pouvoir et l'influence sur la scène mondiale. En le faisant, le représentant du Burkina Faso a incarné l'esprit de résistance et de défiance qui caractérise depuis longtemps la lutte pour la justice et l'égalité face à la domination hégémonique. Leurs paroles ont été un cri de ralliement pour les marginalisés et les opprimés, remettant en question le statu quo et inspirant d'autres à parler avec vérité face au pouvoir pour poursuivre un monde plus juste et équitable. Le représentant prononçant le discours était vêtu d'un uniforme militaire, symbolisant la force et l'autorité. Ce choix vestimentaire ajoutait de la gravité au message et soulignait la détermination du Burkina Faso à affirmer ses intérêts et à exiger des comptes. Le discours du Burkina Faso exigeait de la communauté internationale une honnêteté intellectuelle et une responsabilité morale, en particulier des nations occidentales. En dénonçant l'hypocrisie diplomatique et la manipulation des conflits, le discours forçait les dirigeants occidentaux à affronter des vérités inconfortables et à prendre conscience de leurs actions. Le discours exposait l'exploitation structurelle sous-jacente à l'implication occidentale en Afrique, en particulier dans le déploiement de forces de maintien de la paix. Il mettait en lumière les véritables intentions derrière de tels déploiements, révélant l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique et la perpétuation des conflits à des fins économiques.
Son discours soulignait également l'importance de l'unité et de la solidarité africaine en tant que force collective pour résister à la manipulation impérialiste et à la déstabilisation. En présentant un front uni, le Burkina Faso contestait les dynamiques de pouvoir prédominantes et affirmait son agence à l'échelle mondiale, et c'est alors que le leader redouté de l'Occident est arrivé, Ibrahim Traoré. Comment le discours du capitaine Ibrahim Traoré a-t-il confronté l'influence occidentale en Afrique ? Son discours a directement confronté les dirigeants occidentaux avec les dures réalités de leurs actions et politiques en Afrique. Il a dénoncé l'hypocrisie diplomatique et la manipulation des conflits, forçant les nations occidentales à affronter des vérités inconfortables sur leur implication dans les affaires africaines. Le discours du capitaine Ibrahim Traoré a exposé l'exploitation structurelle sous-jacente à l'implication occidentale en Afrique. Il mettait en évidence comment les nations occidentales, sous couvert de missions de maintien de la paix, ont tiré parti des abondantes ressources naturelles de l'Afrique et ont perpétué les conflits à des fins économiques. Le discours exigeait une honnêteté intellectuelle et une responsabilité morale de la part de la communauté internationale, en particulier des nations occidentales. Il appelait à mettre fin au décalage entre la rhétorique et l'action, exhortant les dirigeants occidentaux à aligner leurs actions sur les principes de justice, d'égalité et de respect du droit international. Maintenant, la question est, quelles étaient les demandes de ces dirigeants ? La responsabilité est un aspect crucial des demandes formulées par le représentant du Burkina Faso. L'appel à des mécanismes de responsabilité est essentiel pour garantir que les nations occidentales soient tenues responsables de leurs actions et politiques, en particulier en ce qui concerne leurs interactions avec les pays du Sud global. Le représentant du Burkina Faso a appelé à des enquêtes indépendantes sur divers aspects de l'engagement occidental, notamment des allégations de violation des droits de l'homme, de crimes de guerre et d'instances d'exploitation ou de manipulation. Ces enquêtes devraient être menées par des organes impartiaux ayant le pouvoir de recueillir des preuves, d'interroger des témoins et de tenir les auteurs responsables. Il y avait également une demande de plus grande transparence dans les actions et politiques des nations occidentales, en particulier en ce qui concerne leurs interactions avec les pays en développement. Si quelque chose que je ne peux pas te donner en échange de tout ce que tu me donnes. J'ai grandi à une époque où dans ces maisons de style apartheid, si tu disais qu'une maison avait 4 pièces, tu voulais littéralement dire 4 pièces, pas 4 chambres à coucher. Et l'une de ces pièces serait transformée en salon de coiffure. Et chaque rue, si je m'en souviens bien, certainement lorsque je grandissais, avait ce salon de coiffure. Où sont passés tous les héros noirs ? Salut, famille. Salut, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous voulions prendre un peu de temps aujourd'hui pour faire cette vidéo parce que, eh bien, nous n'avons tout simplement pas eu beaucoup de temps dernièrement, mais il y a quelque chose qui me pèse. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur Facebook l'autre jour, puis je me suis dit, le ton n'était pas bon. Le timing n'était pas bon. Et je pense que le message a été perdu dans le malheur de l'emballage. Alors j'ai pensé que je donnerais une autre chance. Et ce format vidéo plus long nous donne, à vous et moi, l'occasion de vraiment parler de cela. Alors voici la question que je vous pose. Où sont passés tous les héros noirs ? C'est la seule question que j'ai. Où sont tous les héros noirs et où sont-ils allés ? Quand je grandissais, nous avions des héros, des gars que nous pouvions admirer. La première fois que j'ai découvert des gens qui me ressemblaient dans les affaires. C'est une histoire vraie. J'étais allé me faire coiffer dans ce qui ressemblait à un salon de coiffure. Et tous ceux d'entre vous qui ont grandi, en particulier les Sud-Africains, qui ont grandi dans un township, vous vous souvenez des salons de coiffure ? Non. Comme ils fonctionnaient typiquement dans la chambre à l'arrière de quelqu'un. Et Rumini. Vous vous souvenez ? N'est-ce pas ? Et donc si vous ne comprenez pas cette construction de chambre à l'arrière, laissez-moi expliquer. D'accord ? Donc, pour la plupart d'entre nous qui avons grandi dans un township. Bien sûr, les townships sont une construction de l'apartheid pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire. C'était le gouvernement de l'apartheid qui a décidé d'installer des Noirs dans ces camps de concentration appelés townships. D'accord ? Et la façon dont les townships étaient structurés était telle que vous aviez un peu de propriété et la maison juste au milieu de cette propriété. Comme, la maison était juste au milieu. D'accord ? C'était très rare. La maison était, comme, attachée à un mur.
Et puis il y a eu une génération où ils ont fait en sorte qu'une maison et la maison voisine partagent le même mur. Et donc vous auriez deux maisons avec un peu comme le mur au milieu. Mais, généralement, la maison était, comme, juste au milieu, et c'était comme cette maison de style apartheid. J'ai grandi à une époque où dans ces maisons de style apartheid, si tu disais qu'une maison avait 4 pièces, tu voulais littéralement dire 4 pièces, pas 4 chambres à coucher. Alors, de toute façon, et à mesure que notre peuple progressait et que nous voulions plus pour nous-mêmes, beaucoup de nos familles, beaucoup de nos ancêtres, nos mamans et papas, nos tantes et oncles, grands-pères et grands-mères, ont commencé à construire ces structures sur la propriété qui sont devenues des pièces. Et vous pouviez louer les pièces parce qu'il y avait généralement des hommes qui venaient de l'extérieur de ce que nous aurions eu dans les townships vivant dans la zone du township. Il y avait des hommes qui venaient généralement de milieux plus ruraux, travailleurs migrants venant travailler dans les mines, qui ne voulaient pas rester à l'auberge ou ne pouvaient pas se permettre de rester à l'auberge ou ne pouvaient pas trouver de logement à l'auberge. Et ils vivraient dans ces chambres à l'arrière, à l'intérieur de la propriété de quelqu'un. Alors c'est devenu comme une petite entreprise de propriété. Et l'une de ces pièces serait transformée en salon de coiffure. Et chaque rue, si je m'en souviens bien, certainement lorsque je grandissais, soit chaque rue, soit chaque deuxième rue avait ce salon de coiffure. Nous avions, je n'oublierai jamais. Nous allions à ce salon de coiffure, et le gars qui nous coiffait, son nom était Isaac. Et Isaac était beau à en mordre la main derrière. Comme, j'étais un petit garçon et je me souviens avoir regardé ce mec en me disant, ce mec est vraiment beau. Non. Et il avait ses cheveux, comme, coiffés avec le gel. Et vous vous souvenez de ces jours avec, comme, le gel noir comme moi, le gel freestyle? C'était juste après l'ère du défrisage. Donc, si vous pensez à Eddie Murphy dans Un prince à New York, juste après cette époque. Non. Et donc nous allions nous faire coiffer dans ce salon de coiffure. Mais chaque deuxième rue avait un salon de coiffure, et presque chaque deuxième rue avait un magasin Spazza, et chaque deuxième rue avait l'un de ces magasins où ils fabriquaient, comme, de l'Icotta. Et chaque deuxième rue avait quelqu'un qui tenait un petit bar clandestin. Non. Vous savez, une petite pièce à l'arrière quelque part où ils vendaient de l'alcool. Et, vous savez, votre oncle ou vos cousins ou qui que ce soit allait passer un vendredi là-bas et prendre un verre et s'asseoir en compagnie de gens comme eux. Le cousin de mon grand-père tenait l'un de ces endroits, et à ce jour, il possède la collection de musique la plus incroyable. Histoire vraie. La collection de musique la plus incroyable. De la musique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Comme, vous ne pouvez pas la trouver dans un magasin de musique. Vous ne pouvez pas la trouver sur ces plateformes de streaming. Mais il a, comme, cette collection de musique des années 50, 60, 70 et 80, et il la lit encore sur son tourne-disque. De temps en temps, je vais le voir, et il sortira son tourne-disque. Et il, vous savez ce petit bâton avec lequel ils attrapent le disque. Non. Et vous entendez ça, et il le laisse tomber, et puis il commence à jouer. Magnifique. Non. Marvin Gaye, 4 Top, The Temptations, les vieux de l'ancienne école. L'ancienne école. L'une des plus grandes performances que j'ai jamais vues était celle d'Anita Baker. Si quelque chose que je ne peux pas te donner en échange de tout ce que tu me donnes. Magnifique. Vous devez le regarder. C'est littéralement disponible sur YouTube, et vous pouvez regarder la vidéo. Sublime. C'est la performance la plus incroyable d'un artiste jamais vu. J'ai eu le privilège de le rencontrer plus tard. J'ai été impressionné. Et de nombreuses années plus tard, lorsque j'ai commencé mon entreprise d'investissement, je suis allé demander à mon héros de toujours, le regretté Dr Richard Maponia, s'il voulait venir à bord. Il est venu à bord, et il était au conseil d'administration. Il était président du conseil d'administration. Donc j'ai grandi avec des héros, des hommes et des femmes que je pouvais admirer et dire, c'est incroyable, et je veux faire quelque chose comme ça. Mais j'ai grandi à une époque où nous célébrions nos héros. J'ai grandi à une époque où, vous savez, de vrais stars et des humams realitoba étaient des gens qui étaient célébrés. Vous les regardiez et vous disiez, c'est incroyable que quelqu'un ait même fait ça. Et nous étions inspirés. J'ai grandi à une époque où les personnes qui construisaient ce genre d'entreprise, si elles visitaient un township quelconque, étaient accueillies comme des héros, des putains de héros,
parce qu'elle l'était. Je ne sais pas quand c'est devenu à la mode. Mais à un moment donné au cours des 20 dernières années, nous avons commencé à vilipender nos héros. Nous avons commencé à détruire nos héros. Et donc il n'y a plus de héros parce que nous avons fait un sport de détruire les personnes qui ont accompli quelque chose. Nous trouvons les 2% de leur vie qui ne sont pas parfaits, et nous amplifions cela et en faisons la somme totale de leur histoire de vie. Et donc les jeunes qui grandissent n'ont guère, voire rien, à admirer parce que les héros qu'ils devraient célébrer sont détruits chaque jour. Vous savez? Alors, de toute façon, j'ai un peu, comme, ignoré cela. D'accord? Je me suis dit, eh bien, peut-être que c'est l'évolution. Peut-être que ce sont les temps dans lesquels nous vivons. Et puis j'ai remarqué quelque chose, c'est que tous, dans mes cercles sociaux, toutes les personnes dans mes cercles sociaux qui ne me ressemblent pas ou qui ne viennent pas de la même culture que moi, n'ont pas cette même chose où leurs héros sont détruits. Donc l'autre jour, je parle à Moshe qui, comme son nom l'indique, est juif. Très bon ami à moi. Un de mes meilleurs amis. Et nous parlons de leur entreprise et de certaines des choses qu'ils font et des défis qu'ils ont traversés et de là où ils vont. Et je me souviens de l'écouter en me disant, tu sais, Mush, si tu étais noir, tu aurais certainement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il t'aurait attaqué pour ces choses-là. Mais ce qui était intéressant en écoutant l'histoire de Mush, c'est là où il y avait des lacunes dans leur croissance et leur développement. Plutôt que d'être détruits, ils étaient aidés. La communauté est venue les aider. L'aide de la communauté est venue les construire. Musialdin m'a dit, il a dit qu'il y avait ce mot yiddish, fargin. Et l'idée de fargin est que même si vous trouvez quelqu'un dans votre communauté qui n'est pas le meilleur dans quelque chose par rapport à quelqu'un dans une communauté différente, le fait qu'il soit dans votre communauté vous donne la responsabilité de le soutenir. Donc s'ils commencent une entreprise et qu'ils sont boulangers et qu'ils n'ont pas le meilleur pain, vous achetez leur pain jusqu'à ce qu'ils deviennent bons. Et s'ils échouent, vous leur montrez où ils ont fait des erreurs pour qu'ils deviennent meilleurs. En d'autres termes, vous avez alors la responsabilité de les aider à devenir meilleurs parce que vous réalisez que s'ils, en tant que membres de la communauté, deviennent meilleurs, la communauté devient meilleure. Donc vous prenez Mantla, il a commencé son entreprise et les choses ne vont pas bien. Il fait de son mieux avec les meilleures intentions. Et plutôt que de le corriger ou de l'aider, vous le détruisez. Vous en faites un hashtag, et ensuite l'entreprise de Mantla meurt. C'est ironique pour moi que 2 ans plus tard, lorsque soit vous, soit votre cousin, soit votre neveu ou parfois vos enfants ne trouvent pas de travail, vous dites, pourquoi n'y a-t-il pas d'emploi quand les personnes même qui essayaient de faire quelque chose vous avez détruit? Vous savez pourquoi j'ai cette conversation avec Musa? Je me suis dit, peut-être que c'est juste un truc juif. Et puis, je venais de sortir d'une réunion. Je rentrais de JBC et je rentrais chez moi à Emirat Hills. Et je venais de sortir de cette réunion, une réunion incroyable avec l'un de mes meilleurs amis. Et je suis dans la voiture et j'ouvre le téléphone. Et j'ai des alertes Google. Vous savez cette chose d'alerte Google où il attrape ce dont les gens parlent. Et puis je vais vérifier, et il y a un article écrit sur « L'oncle Aliko Dangote ne pouvant pas payer $1 milliard pour l'achèvement de sa raffinerie ». Mais le ton de l'article est intéressant. L'article dit qu'Aliko Dangote n'est plus milliardaire. Aliko Dangote est fauché parce qu'il ne peut pas payer $1 milliard. Et je me souviens d'être assis là en me demandant si la personne qui a écrit cet article est mal informée ou simplement délibérément malveillante. Je n'arrivais pas à me décider entre les deux. Ce que je savais cependant, c'est ce qui suit, peu importe lequel des deux c'était, l'effet de cet article était tout aussi venimeux. Il y en a parmi vous qui regardent cela et qui ne comprendront jamais la douleur de quitter un revenu garanti dans le confort doux et sophistiqué de l'entreprise, de prendre vos propres économies personnelles et le montant le plus ridicule de risque en décidant que vous allez démarrer votre propre entreprise. Il y en a parmi vous qui ne comprendront jamais ce que c'est que ça. Il y en a parmi vous qui ne comprendront jamais ce que c'est que de manquer les frais de scolarité de vos enfants parce que les clients ne vous ont pas encore payé. Il y en a parmi vous qui ne comprendront jamais ce que c'est que de se retrouver de l'autre côté de la conversation avec un percepteur et d'essayer de négocier votre sortie d'une responsabilité fiscale qu'ils soutiennent que vous devriez payer. Il y en a parmi vous qui ne sauront jamais ce que c'est que de préparer une présentation et d'essayer de lever des fonds et de rencontrer 100 personnes, et 80 d'entre elles vous disent que vous êtes fou, disent que vous êtes stupide, et seuls 10 finissent par voir ce que vous essayez de faire.
Il y en a parmi vous qui seront épargnés cela. Mais pour ceux d'entre nous qui avons vécu l'une ou plusieurs des choses dont je viens de parler, qui savent ce que c'est que d'aller à la banque et d'emprunter contre votre hypothèque pour pouvoir continuer à financer votre entreprise. Ceux d'entre nous qui savent ce que c'est que d'opérer sur un marché où les clients ne peuvent plus se permettre de vous payer et où il y a des importations moins chères en provenance d'une autre partie du monde. Ceux d'entre nous qui savent ce que c'est que d'être la personne dont la signature figurait en bas d'un bail censé durer 5 ans, 3 ans plus tard, votre entreprise est morte ou en train de mourir. Pour ceux d'entre nous qui ont vécu cela, car laissez-moi vous dire, bien avant que je ne sois le succès, j'ai traversé mon propre chemin. Nous avons eu certaines personnes vers lesquelles nous nous tournions, que nous admirions. Nous ne prétendons pas qu'ils sont parfaits, mais nous honorons ce qu'ils représentent. Nous comprenons ce que cela signifie. Et donc pour nous, ce ne sont pas seulement des personnes qui réussissent en affaires. Ce sont des personnes qui prouvent que si vous êtes prêt à consacrer du temps et des heures, si vous êtes prêt à rêver et à vous battre pour vos rêves, vous pouvez réaliser quelque chose. Oncle Aliko Dangote, pour moi, est l'une de ces personnes. Oncle Steve est l'une de ces personnes. Ma formidable sœur Béa au Ghana est l'une de ces personnes. Et je pourrais continuer ainsi. La liste est longue. Ce que je trouve intéressant, c'est que tandis que dans d'autres cultures, ces types de personnes sont célébrés par les leurs, dans notre culture, nous les détruisons. Puis nous nous retournons et nous demandons pourquoi les petits-enfants qui grandissent n'ont pas de rêve, pourquoi les jeunes n'ont pas de modèle et pourquoi nos sociétés s'effondrent. Nous détruisons délibérément nos propres héros. C'est comme les gens qui disent que Nelson Mandela était un vendu. C'est la chose la plus idiote que j'ai entendue. C'est la plus idiote des choses. Vous savez, dire que Nelson Mandela était un vendu, c'est comme si une personne juive disait qu'Anne Frank était lâche. Qu'avez-vous à gagner en disant cela? Qu'est-ce qui est du côté gain de cette déclaration? Vendu à quoi? Eh, les gars, bonjour. L'esprit s'emballe. Tu n'as jamais été en cellule de détention, en cellule de détention. Mais tu veux dire qu'un homme qui a passé plus d'un quart de siècle de sa vie derrière les barreaux pour quelque chose en quoi il croyait, tu veux appeler ce gars-là un vendu? Peut-être devrions-nous être un peu plus souples dans notre jugement des héros. Peut-être devrions-nous reconnaître que les héros ne sont que des êtres humains qui ont une capacité extraordinaire dans un ou plusieurs domaines de leur vie et qui font de leur mieux. Peut-être. C'est une vieille expression biblique. Que celui ou celle qui est sans péché jette la première pierre. Alors, cette vidéo vise vraiment 2 personnes. Elle vise ceux qui la regardent en ce moment, qui ont soit posté soit pourraient plus tard aujourd'hui, un commentaire facétieux sur un individu que vous n'avez jamais rencontré, avec des luttes de vie que vous ne comprenez pas, et dont le parcours vous ne marcherez jamais. Réfléchissez à ce que vous faites. Et à vous qui êtes les héros, ceux d'entre vous qui construisez chaque jour, qui avez pris les risques, qui bravez les éléments, à vous, je dis, continuez. Il ne vous apprécie peut-être pas maintenant. Il ne vous apprécie peut-être pas là où vous êtes. Mais un jour, à un moment donné, ils reconnaîtront la folie de leurs actes. Et pour moi, je vous salue. Vous êtes mon héros. Alors, oui, c'est la vidéo pour la semaine, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez-nous un commentaire. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. À votre santé.